Ma petite fille Bella allait avoir 6 ans. Amy, ma fille, avait accroché des lampions roses dans le jardin et disposé des chaises pliantes autour de la terrasse. Une pinata en forme de licorne se balançait doucement au vent. Et les enfants traversaient la pelouse en courant, des couronnes en plastique et de la glace sur leurs t-shirts. J'avais passé la matinée dans la cuisine d'Amy à préparer un gâteau aux fraises maison, le même que je faisais quand elle était petite, avec ses genoux écorchés et ses questions sur les étoiles. J'avais même ajouté le glaçage au citron qu'elle adorait. Celui qui imprégnait la génoise et embaumait tout d'un parfum d'été. Portant le gâteau dehors, je l'ai soigneusement équilibré sur le plateau. Mes genoux ne sont plus ce qu'ils étaient, mais mes mains sont toujours stables quand il le faut. Juste au moment où je suis arrivé sur la terrasse, j'ai entendu la voix d'Amy flotter par-dessus la musique, assez aiguë pour la percer. Elle apparaît comme si elle vivait ici ou quelque chose comme ça. Des rires ont suivi, comme par inadvertance. Le genre de rire que les gens utilisent quand ils pensent que ce qu'ils disent est inoffensif. Je m'arrêtai en plein milieu d'un pas. Personne ne me vit. Personne ne dit un mot. Je déposai le gâteau sur la table, silencieusement, d'un pas régulier, et me retournai. À l'intérieur, le bourdonnement du lave-vaisselle et l'odeur des fraises cuites m'enveloppèrent. Mais quelque chose d'autre s'était ouvert dans ma poitrine. Un espace creux et large, là où se trouvait autrefois la chaleur. Ce jour-là, quelque chose changea. Quelque chose de définitif. Le lendemain du 6e anniversaire de Bella, la maison était encore silencieuse à mon réveil. Elle l'était toujours. Je m'étais habitué à bouger avant tout le monde, avant que la journée ne s'accélère et que le bruit ne revienne. Le silence ne me dérangeait pas. En fait, je le préférais. Il me donnait un endroit pour réfléchir, pour sentir l'espace autour de moi, pour me souvenir de qui j'étais. Le carrelage était froid sous mes cils tandis que je traversais la cuisine, essuyant les plans de travail de la veille. Il restait quelques miettes du gâteau, un cerne collant sur le plan de travail, là où un verre de jus avait trop tardé, une légère odeur de ballon et de fumée du barbecue persistant dans l'air. Je pris l'éponge et commençai à frotter. Je n'ai vu la tasse à café qu'une fois tombée. C'était une des plus récentes, en céramique, avec un large rebord, orné d'un slogan sur les matins que je n'aime pas. Le bruit de son impact sur le sol fut brutal et définitif. Elle se brisa sur le carrelage en 1000 morceaux, et pendant un instant, je la fixai. La tasse était brisée devant moi, mais la sensation qui s'installa dans ma poitrine provenait de quelque chose de bien plus ancien qu'un objet tombé. C'était une sorte de connaissance, pas de panique, pas de peur, juste une lourde prise de conscience, comme la dernière minute d'un long orage. Je me suis penché lentement pour la ramasser, en faisant attention à mes doigts. Je m'étais déjà coupé des années auparavant, en nettoyant une assiette Carold avec assez un jour de Thanksgiving, après avoir lâché prise. J'avais appris à bercer les objets cassés avec douceur et respect, même si personne d'autre ne le faisait. J'ai senti sa présence derrière moi avant d'entendre ses pas. Je ne me suis pas retourné. Je n'avais pas besoin de le faire. L'air changeait quand elle entrait dans une pièce. Cela avait toujours changé, même lorsqu'elle était enfant. Son énergie passait avant tout. Rapide, énergique, hérissée du besoin de réorganiser tout ce qui lui déplaisait. Ce qui suivit ne fut pas bruyant, mais inutile. La décision était déjà prise. Les mots, lorsqu'ils arrivèrent, portaient le ton d'une femme qui les avait répétés, qui avait attendu la moindre raison pour les dire à voix haute. La tasse n'était qu'une étincelle, pas le feu. Je n'essayais pas d'expliquer. Des explications n'auraient fait que lui donner un argument de dénigrement. J'en avais assez fait. Marcher sur la pointe des pieds selon les humeurs, offrir de petits gestes de paix dans une maison qui ne les reconnaissait plus. J'avais plié les serviettes comme elle le préférait. Cuisiner sans oignons, éteint les lumières après 22 heures, baisser la voix, porter des chaussures souples, garder mon petit gabarit. Pourtant, ce n'était pas suffisant. J'aperçus Josh du coin de l'œil, assis à sa place habituelle sur l'îlot central. Sa tasse de café fumait devant lui. Il consultait les pages de son téléphone. Son corps se détourna légèrement, comme pour signaler qu'il ne faisait pas partie de ce moment, alors qu'il en faisait partie. Il l'a toujours été. Même en silence, le silence dit quelque chose. Il n'y avait eu aucune question. Aucune inquiétude quant à l'endroit où j'allais aller ou à mes besoins. Aucune reconnaissance des années passées. Juste un simple et dit,
Offert sans émotion. Pas demain. Pas dans une semaine. Je me suis redressé, me suis lavé les mains et les ai séchées au bord de mon peignoir. L'éponge était toujours dans l'évier, à moitié moussée, attendant de terminer une tâche qui ne m'appartenait plus. Je ne l'ai pas reprise. Je me suis retourné et j'ai traversé le salon où quelques jouets de Bella étaient encore éparpillés sous le canapé. Une petite baguette en plastique, un chapeau de fête, un ballon dégonflé avec un léger sourire qui commençait à s'estomper. Les vestiges de la fête restaient comme des échos. J'ai ouvert la porte de derrière et suis entré dans le jardin. L'air était frais et sec, le ciel d'un gris plat et immobile. L'herbe retenait l'humidité de l'arrosage de la veille. Je passais lentement devant les pots de légumes dont je m'occupais. Des tomates tentaient de s'accrocher à la vie, du basilic monté en graines, un plant de poivrons récalcitrants qui refusait de céder. Derrière eux se dressait le pommier. Il n'était pas grand, encore plus ramifié qu'ombragé, mais il avait poussé depuis que j'avais creusé le trou. C'était il y a plus de 30 ans. Amie n'était qu'une petite fille à l'époque, les cheveux bouclés et les joues encore rondes. Elle m'avait vu enfoncer les racines dans la terre à main nue. L'herbe versait l'eau sur la terre, riant quand la terre éclaboussa ses sandales. Je me souviens de ses applaudissements quand nous avions noué le ruban rose autour du tronc. De sa façon de s'appuyer contre moi après coup, chaleureuse et heureuse. La plaque était toujours là, décolorée et éclatante, mais intacte. L'arbre d'Amie, peint en lettres qui semblaient maintenant fantomatiques à cause du soleil et du temps. Je posai ma main contre l'écorce. C'était rugueux sous mes doigts. La surface se fendait par endroits après des années de croissance. Les arbres poussent même quand personne ne les regarde. Ils changent de forme en silence. Je suis resté là un long moment. La maison était derrière moi, lointaine et silencieuse. De cet angle, elle ressemblait à n'importe quelle autre maison. Pas l'endroit où j'avais transporté des gâteaux d'anniversaire, plié des vêtements, passé la nuit avec un enfant fiévreux, juste une structure. La clarté qui m'est venue à cet instant n'a pas été soudaine. Elle montait depuis des mois, peut-être des années, comme de l'eau qui rencontre lentement un bord. Le regard d'Amie ce matin-là, la tension de ses épaules, l'absence de chaleur, rien de tout cela ne m'a surpris. Cela confirmait simplement ce que j'avais refusé de dire à voix haute. Je n'avais pas ma place. Ni dans cette cuisine. Ni dans cette maison. Ni dans leur histoire. Et pourtant, je n'étais pas brisé. Pas vraiment. Ce que je ressentais n'était pas de la faiblesse. C'était de la reconnaissance. Je leur avais donné tout ce dont ils avaient besoin. Plus équitablement. Et maintenant, à leurs yeux, j'étais resté trop longtemps. J'avais survécu à mon but. Le monde avait basculé autour de moi. Et moi, dans mon silence, j'avais enfin rattrapé mon retard. Avant le Texas, avant les règles d'Amie et le silence de Josh, il y avait le Missouri. Harold et moi avions acheté la maison au bord du lac au printemps 1984. Ce n'était pas grand-chose à l'époque, juste un squat, un étage à la peinture écaillée et un quai à moitié envahi par les mauvaises herbes, mais c'était calme et c'était à nous. Nous avions tous deux travaillé des décennies à la poste. Aucun de nous n'appréciait l'extravagance. Ce que nous voulions, c'était le calme, un endroit où nous asseoir à la lumière du matin, boire un café sans avoir à parler, entendre le vent et non la circulation. Nous avons peint le bardage nous-mêmes. Harold sur l'échelle, moi tenant la canette, en train de s'inquiéter de ses chaussettes mouillées. Nous avons accroché un carillon à vent près de la porte de derrière qui n'arrêtait jamais de sonner. La cuisine était jaune, le genre de jaune qui brillait même sous la pluie. Nous avions un tapis tressé qui s'enroulait au coin, une radio qui ne jouait que de la country, et un minuscule grenier qui sentait toujours le cèdre et la poussière. Après le décès rapide d'Harold, et pas si rapide, je suis resté. Je ne voyais plus l'intérêt de partir. Le silence que nous avions construit est devenu le silence dans lequel je vivais. Pendant des années, j'ai continué à me préparer 2 tasses de café le matin, même si je n'en buvais qu'une. Je parlais parfois à voix haute, juste pour que les murs n'oublient pas ma voix. Amie m'appelait tous les dimanches au début. Elle me demandait des nouvelles de la météo, des tomates du jardin, si je mangeais suffisamment. Puis les appels sont devenus mensuels, puis les jours fériés, puis pressés, puis disparus. Ce n'est que 3 ans après les funérailles d'Harold qu'elle m'a finalement demandé de déménager. Elle disait craindre que le Texas ne soit meilleur. « Tu ne seras plus seul »
dit-elle. Bella adorerait te revoir. Je voulais la croire. Je voulais croire à la chaleur de l'invitation, même si elle était assombrie par quelque chose que je ne pouvais nommer. J'ai dit oui. J'ai loué la maison au bord du lac à un jeune couple avec un bébé et 2 chats. J'ai emballé quelques cartons, des photos, des livres, ma bonne poêle à frire. J'ai laissé le rocking chair, mais j'ai pris le plaid. Amy m'a dit qu'elle avait fait de la place dans leur chambre d'amis. Elle m'a dit que je serais à l'aise. La chambre n'avait pas de placard, juste un lit simple et une fenêtre étroite. Malgré tout, j'étais reconnaissante. Au début, il y avait des signes d'accueil. Amy préparait du thé le soir. Josh a proposé de réparer le bouton cassé de ma commode. Nous avons dîné ensemble, plié le linge ensemble. Bella s'est assise sur mes genoux pendant que je lisais à voix haute le même livre que je lisais à Amy. Les pages étaient douces à cause du temps, les coins s'effilochaient. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. Ce n'était pas un instant. C'était un lent changement, comme la façon dont une chemise se perd. Sa forme au lavage. Difficile à remarquer jusqu'à ce qu'elle ne lui convienne plus. Il y avait de nouvelles règles. Ni écrites, ni énoncées explicitement, mais elles étaient toutes les mêmes. Je ne devais pas faire bouillir d'oignons. L'odeur persistait trop longtemps. Je ne devais pas arroser mes plantes dans le salon. Elles ne s'accordaient pas avec la décoration. Je ne devais pas laisser la vaisselle sécher à l'air libre sur l'égouttoir. Je ne devais pas traverser le couloir après 22 heures. Amy disait que ça faisait aboyer le chien. Mes plantes ont été déplacées au garage. Mes pantoufles étaient rangées dans une poubelle près de la porte de derrière. Mon emploi du temps de lessive avait été ajusté pour ne pas entrer en conflit avec les leurs. On me remerciait moins, on me voyait moins, on avait moins besoin de moi. Je suis devenue celle qui se souvenait des rendez-vous, qui raccommodait les boutons d'effet de Bella, qui récupérait le pressing quand Amy oubliait. J'ai arrêté de regarder la télévision le soir. Josh trouvait le bruit trop fort. Je portais des écouteurs dans la cuisine. J'ai commencé à chuchoter au téléphone sans m'en rendre compte. Personne ne m'a demandé d'être invisible, mais le message était clair. Ma présence, une fois invitée, est devenue attendue, puis tolérée, puis gênante. Amy me parlait comme à une invitée qu'elle n'avait pas l'intention de garder au-delà du week-end. Josh levait à peine les yeux quand j'entrais dans une pièce. Bella a cessé de me demander de jouer. Son regard errait vers la porte, vers sa tablette, vers n'importe quel autre endroit. Et pourtant, je suis restée, non pas par impuissance, mais parce que je continuais à essayer de gagner une place qui m'avait été offerte gratuitement. J'avais traversé les états, traversé les années pour me rapprocher de l'amour. Je n'avais pas réalisé à quel point l'amour pouvait m'éloigner tout en vivant sous le même toit. Ce qu'Amy ne m'a jamais demandé, ce qu'elle n'a jamais pensé à me demander, c'est si j'avais des options. Elle ignorait que j'étais toujours propriétaire de la maison au bord du lac. Elle ignorait que j'avais des locataires qui payaient à temps chaque mois. Elle ne m'a pas demandé si j'avais des économies. Elle supposait que les cartons de déménagement avec lesquels j'étais arrivée étaient tout ce que j'avais. Mais il y avait des choses que je ne déballais jamais. Des relevés bancaires, des copies de l'assurance vie d'Harold, un acte de propriété à mon nom, un dossier marqué « Missouri personnel ». Je l'avais placé sous le lit le jour de mon emménagement et je n'y avais plus touché depuis. J'ai vu ma vie se réduire à un couloir, à une chambre d'amis, à un emploi du temps rédigé par quelqu'un d'autre. Et puis un matin, Amy m'a tendu un dossier. Aucune explication, aucune offre, juste des papiers. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, ce qu'elle n'avait jamais pris le temps de remarquer, c'est que même les gens discrets remarquent tout. Le dossier était gris pâle, sans étiquette, du genre de ceux qu'on utilise dans les bureaux et les réunions scolaires. Amy me l'a tendu en passant, entre le tri du linge et l'appel à Bella pour qu'elle finisse ses devoirs. Elle n'a rien dit d'autre qu'une brève remarque sur un refinancement. Sa voix était légère, posée, polie même, mais je la connaissais depuis assez longtemps pour savoir ce qui se cachait derrière la politesse. J'ai pris le dossier sans un mot. Attendre en dit long. C'était trop mince pour un refinancement complet, trop épais pour un formulaire de signature. Pourtant, j'ai attendu. Je n'ai pas posé de questions. J'ai appris que les réponses spontanées sont plus révélatrices que celles qu'ils préparent. Ce soir-là, alors que la maison était plongée dans le noir, je me suis assis au bord de mon lit étroit et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des papiers,
des formulaires d'une banque que je ne connaissais pas, des chiffres qui faisaient référence à une propriété dans le Missouri. Mes yeux ont parcouru les lignes lentement. Je n'avais pas besoin de tout lire. Une page suffisait. Mon nom y était inscrit. Écrit à la main, ce n'était pas le mien. Ma signature, copiée légèrement de travers, me fixait du milieu d'un contrat. Elle semblait être la mienne, mais elle ne supportait pas le poids de ma main. La pression que j'exerce quand je signe quoi que ce soit d'important. Cette version semblait tracée, bâclée. Le G de Jennings était trop fermé. Le A de mai ne courbait pas. Je refermai le dossier. Mes mains restèrent immobiles. Mon souffle ne changea pas. J'attendis que la pièce réagisse. Quelques tremblements dans les murs, quelques mouvements dans l'air, mais tout était silencieux, seul le bourdonnement du vieux ventilateur de plafond au-dessus de moi résonnait. Amy avait tenté de donner la maison du Missouri en garantie sans mon consentement, à mon insu. Elle avait soumis des documents revendiquant la copropriété, bien que l'acte fût à mon nom depuis plus de 30 ans. Elle pensait que je ne le remarquerais pas ou que je ne le contesterais pas. Elle pensait que j'étais peut-être assez grande maintenant pour me laisser guider, mais pas assez alerte pour résister. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais appris à lire les contrats toute seule au début des années 80, après que Harold et moi ayons racheté la maison, à une époque où les taux d'intérêt changeaient tous les mois et où les banques n'expliquaient pas les petits caractères. J'avais pris des dictionnaires et des bloc-notes et appris le langage de la propriété comme j'avais appris à faire du pain. Lentement, prudemment, jusqu'à ce que mes mains se souviennent. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'elle parte au travail. Josh était déjà parti. Il partait tôt maintenant, rentrant rarement avant le dîner, et quand il le faisait, il restait au bureau à l'étage. J'ai décroché le téléphone et appelé la banque indiquée sur les papiers. Une femme a répondu avec un enthousiasme débordant. J'ai demandé le service des prêts hypothécaires. J'ai été transféré 3 fois avant qu'un homme nommé Raymond ne prenne l'appel. Il a confirmé la demande de prêt. Il a lu le nom sur les documents. Il a hésité lorsque je lui ai demandé la date de dépôt. L'hésitation a suffi. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas accusé. J'ai simplement demandé qu'une copie de tous les documents portant mon nom soit envoyée à mon adresse. Il a marqué une nouvelle pause, puis a accepté. Je l'ai remercié, raccroché et suis resté assis sans bouger. Les documents sont arrivés 5 jours plus tard. Livrés dans une grande enveloppe. Je suis allé me chercher dans la boîte aux lettres. Amy vérifiait habituellement le courrier. Elle disait qu'elle s'occupait du ménage, qu'elle rationalisait les choses. Mais ce matin-là, j'avais pris soin d'être le premier à sortir. J'ai ouvert l'enveloppe dans ma chambre, en prenant soin de ne pas déchirer les bords. Il y avait plus de pages que prévu. Plusieurs signatures, certaines pas les miennes, d'autres mal falsifiées. L'une d'elles datait même d'une date dont je me souvenais. J'étais allé chez le dentiste ce matin-là pour lire un article sur les prothèses de genoux. Je n'étais pas allé à la banque. J'ai lu chaque ligne. Amy m'avait inscrite comme cosignataire. L'intention était claire. Elle tentait d'obtenir un prêt sur la maison au bord du lac. Ni pour des rénovations, ni pour les études de Bella. Le texte de la demande décrivait la maison comme une propriété inactive, avec un capital disponible, une ressource inexploitée, sans mentionner maison, ni souvenir. Il ne mentionnait pas l'endroit où les chemises de mon mari étaient encore accrochées dans le placard, ni l'endroit où le vent entrait par une fenêtre particulière au printemps et faisait danser les rideaux. Il n'était pas question du quai où nous prenions notre café avant le lever du soleil, où j'avais vu Amy apprendre à ricocher. Il était question d'un atout. C'était tout. Plus tard dans la soirée, quand Amy revint, elle ne mentionna pas le dossier. Elle parla du devoir de Matt de Bella, de la hausse du prix du lait, du chien du voisin qui avait aboyé toute la nuit. Son ton était léger et répété. Il souriait beaucoup, mais son regard ne croisait jamais le mien. Josh ne parlait pas. Il ne le faisait jamais dans ces moments-là. Il était devenu expert dans l'art d'être présent sans participer. Il pliait le linge en arrière-plan, répondait aux appels téléphoniques qui ne sonnaient pas. Il offrait des silences plausibles. Je n'en parlais pas. Ça ne servait à rien. La vérité était déjà arrivée. Ils avaient prévu de prendre quelque chose qui ne leur appartenait pas, pensant que je ne le remarquerais pas ou que je leur pardonnerais une fois qu'il serait trop tard pour revenir en arrière. Ils avaient calculé. Ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que j'avais tout remarqué.
J'avais remarqué le sourire excessif d'Amy lorsqu'elle m'avait tendu ce dossier. La façon dont ses doigts pressaient les bords comme pour sceller quelque chose. J'avais remarqué la façon dont Josh évitait mon regard, même lorsqu'il parlait de choses sans rapport. J'avais remarqué les changements discrets de ton, d'habitude, la façon dont le monde autour de moi commençait à se modeler, une version qui exigeait de moi d'être de moins en moins réel. Je devenais un obstacle. C'était clair. Mais ce qu'ils avaient oublié, ce qu'ils avaient enfoui sous des préjugés sur l'âge et la douceur, c'est que je possédais toujours ce qu'ils voulaient. Pas seulement la maison, mais le souvenir, le testament, l'histoire. Mon nom était sur l'acte de vente. Moi seul. Il pouvait prendre ma place dans la cuisine. Il pouvait déplacer mes plantes dans le garage. Il pouvait dire à Bella que grand-mère était juste en visite. Mais il ne pouvait pas accepter ce qu'il ne comprenait pas. Ni légalement, ni émotionnellement. Et j'en avais assez de faire semblant du contraire. J'ai commencé à me préparer avant même de savoir que j'avais pris ma décision. Non pas par peur, ni même par colère, mais avec cette tranquille certitude qui vient quand on cesse d'essayer d'être compris. J'ai commencé par une liste, pas dramatique, juste des noms, des numéros et des étapes soigneusement écrits au dos d'un ticket de caisse de la pharmacie. Je l'ai déchirée en petits morceaux et réécrite, cette fois sur du papier ligné, avec des puces, des choses que je pouvais cocher au fur et à mesure. Les petites choses d'abord, le genre d'action que personne ne remarquerait. À 5 heures du matin, alors que la maison dormait encore, j'ai ouvert ma valise. C'était la même que j'avais apportée du Missouri. Usée au coin, une roue légèrement tordue. Je l'ai posée sur le lit et j'ai passé la main sur la fermeture éclair. Le bruit de l'ouverture a semblé plus fort qu'il n'aurait dû l'être, mais personne n'a bougé. Faire mes bagages lentement. D'abord l'essentiel. Mon acte de naissance, l'acte de propriété de la maison au bord du lac, l'acte de décès d'Harold, un passeport renouvelé 2 ans auparavant, même si je n'avais aucune intention de voyager. Puis sont venus les albums photos. Un seul soigneusement choisi, avec des photos de mes premières années. Amy en robe d'été, Harold avec du cambouis sur son jean. Le lac au crépuscule. J'ai laissé le reste derrière moi. Non par méchanceté, mais parce que la mémoire aussi a une limite de poids. J'ai plié 2 cardigans, tous deux neutres, tous deux usés au coude, mais suffisamment doux pour me sentir comme à la maison. Un imperméable, mes chaussures marron, l'écharpe bleue qu'Harold m'avait achetée dans une boutique au bord de la route lors de notre voyage dans les Ozarks. Ma Bible, même si je ne l'avais pas lue depuis un moment. Un petit portefeuille en cuir que j'avais rangé des mois auparavant, contenant encore ma carte d'identité originale et la carte bancaire de secours dont Amy ignorait l'existence. La dernière chose que j'ai emportée était une photo encadrée. Harold en uniforme de facteur, plissant les yeux au soleil. Je l'ai enveloppé dans un torchon et l'ai placé entre 2 pulls. Je n'avais pas besoin du cadre, mais j'avais besoin de son regard. Je n'ai pas laissé une longue lettre, juste un mot écrit de ma main. Pas de préambule, pas de signature, plié en 2 et laissé sur la commode où elle la trouverait facilement. Une seule phrase a suffi. Il n'y a eu ni au revoir, ni avertissement, ni bruit de pas dans le couloir, ni craquement du plancher. Juste un silence mesuré et définitif. Le temps que le soleil se lève sur le jardin et éclaire à travers les lamelles des stores de la cuisine, j'étais parti. J'ai pris un taxi. Le chauffeur n'a pas posé de questions. Il portait une veste en jean qui sentait légèrement l'huile de moteur et le vieux parfum. J'ai apprécié ça. Il m'a aidé à porter la valise, en manipulant délicatement la poignée, puis s'est installé dans le silence pour le trajet. Les rues étaient désertes. Quelques joggeurs circulaient sur les trottoirs. Les arroseurs automatiques tournaient paresseusement, captant la lumière. Nous sommes passés devant l'école de Bella, devant l'épicerie où j'avais autrefois découpé des coupons pour des choses dont Amy disait qu'elle n'avait pas besoin, devant le parc où j'avais poussé Bella sur les balançoires jusqu'à ce que j'aie mal au bras. Plus aucun de ces endroits ne m'appartient. Au motel, je me suis enregistrée sous mon nom de jeune fille. Je n'ai pas donné d'adresse de réexpédition, j'ai payé les 2 premières nuits en espèces. Le réceptionniste m'a tendu une carte clé et m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour l'ascenseur. Je lui ai répondu « Non, merci ». La chambre était propre mais impersonnelle. Des rideaux beiges. Une table de chevet avec une lampe ébréchée. Un couvre-lit à motifs censé dissimuler les taches. Pourtant,
C'était à moi pour l'instant. Aucune règle concernant l'éclairage. Aucune règle concernant le thermostat. Personne ne me surveillait lorsque j'ouvrais une fenêtre ou me versais un verre d'eau. Je me suis assis au bord du lit et j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Hank a répondu à la deuxième sonnerie. Sa voix n'avait pas changé. Lent, rauque, avec ce timbre du Missouri qui adoucissait tout ce qu'il disait. Nous le connaissions, lui et sa femme, depuis des décennies. Harold avait pêché avec lui presque tous les étés. Il avait choisi le droit tardivement après avoir pris sa retraite de l'armée. Un homme discret, mais constant. Je lui ai dit ce que je voulais. Pas de préambule, pas d'explication, juste les faits. Il y a eu un silence, puis un bruit de papier qui bougeait en arrière-plan. Il a dit qu'il pourrait tout régler d'ici une semaine, peut-être plus tôt. Je lui ai dit que j'étais prêt à vendre la maison au bord du lac. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Nous avons brièvement discuté de logistique, de l'adresse où envoyer les documents, de la gestion du transfert de propriété. J'ai pris des notes sur le bloc-notes du motel avec le stylo qu'ils avaient laissé près du seau à glace. En raccrochant, j'ai senti quelque chose se soulever. Pas vraiment du soulagement. Pas de la paix, mais quelque chose qui s'en rapproche. Je suis resté assis près de la fenêtre le reste de la matinée. J'ai regardé les voitures aller et venir sur le parking en contrebas. À midi, j'ai préparé une tasse de café léger dans la machine de la chambre, en le remuant avec une tige en plastique. Je l'ai bu lentement, les yeux fixés sur un arbre devenu trop grand pour le trottoir à côté duquel il se trouvait. Amy aurait déjà trouvé le mot. Peut-être serait-elle perdue. Peut-être serait-elle soulagée. Peut-être le jetterait-elle simplement à la poubelle comme n'importe quel autre débris. Plus rien n'avait d'importance. La décision était prise. Pas seulement ce matin-là, mais après des années de petites humiliations, de déplacements silencieux, à me regarder me rétrécir dans une maison qui promettait autrefois la chaleur. J'avais dit oui trop de fois. Je m'étais tellement immiscé dans la vie de quelqu'un d'autre que j'avais commencé à disparaître. Mais maintenant, j'étais de retour dans ma propre histoire, je l'écrivais à nouveau. Pas bruyamment, pas pour l'approbation de qui que ce soit, mais pour la femme que j'avais été et que j'étais peut-être encore. 3 jours plus tard, la maison au bord du lac était mise en vente. Hank s'occupait des formalités administratives avec une efficacité discrète. Il envoyait les formulaires par courriel chaque matin et appelait chaque après-midi pour confirmer. Ses questions étaient simples, respectueuses, jamais intrusives. Il a traité la vente comme ce qu'elle était, une transition, pas une tragédie. Vendredi, l'annonce était en ligne, seulement 4 photos, propres et lumineuses. Le quai avait été réparé l'automne dernier par les locataires. La cuisine avait conservé ses murs jaunes. La fenêtre de devant donnait sur le même plan d'eau qu'Harold et moi avions observé pendant des heures sans parler. Plusieurs offres sont arrivées la première semaine. Certaines étaient plus élevées que prévu. D'autres étaient maladroites. Des investisseurs espérant revendre la maison, lui enlever son charme, installer du granit et du métal et la qualifier de moderne. Je les ai ignorés. Je n'étais pas pressé. L'argent n'était pas le but. La lettre de Laurel arriva un mardi matin. Son offre n'était pas la plus élevée, mais ses mots, oui. Elle écrivit qu'elle avait vu l'annonce tard le soir, alors qu'elle allaitait son nouveau-né, et que la maison lui rappelait celle de sa grand-mère, celle qu'elle visitait chaque été près du lac Table Rock. Elle disait que la cuisine jaune la faisait pleurer. Elle disait qu'elle voulait un endroit où le silence était synonyme de sécurité, pas de punition. Son écriture était légèrement penchée, comme si elle n'était pas sûre que quelqu'un la lise. Elle l'avait choisi. Amy reçut l'avis légal 2 jours plus tard. Son nom n'y figurait pas. Elle n'avait rien à contester, aucune réclamation à formuler, aucun recours à déposer. La maison qu'elle avait autrefois considérée comme la petite cabane de sa mère au bord du lac valait désormais assez pour changer des vies, mais pas la sienne. Elle appela le motel 4 fois en 1 heure. Je les laissai tous tomber sur la messagerie. Son ton changeait à chaque message. D'abord la confusion, puis l'urgence, puis la colère, puis quelque chose de fragile. Quelque chose comme de la peur, mais pas tout à fait. Le nom de Josh est ensuite apparu sur mon écran. J'ai reconnu le numéro. Son numéro fixe professionnel. Je n'ai pas répondu. Il a réessayé le soir même,
puis le lendemain matin. À chaque fois, le silence s'allongeait un peu plus. Le deuxième jour, j'ai reçu un SMS d'Amy. On peut se parler, s'il vous plaît? De Josh. Il y a un malentendu. Appelez-nous. Et après mon silence, vous ne pouvez pas faire ça sans nous le dire. Cela affecte tout le monde. Mais pas moi. Ça m'a affecté. Et je l'avais déjà fait. Leur maison avait commencé à trembler avant même qu'ils ne sachent pourquoi. Les liens financiers se défaisant, les préjugés partagés s'effondrant. Amy avait toujours pensé qu'elle hériterait de la maison au bord du lac, qu'elle deviendrait un lieu de vacances, un endroit où Bella pourrait apprendre à nager, un refuge auquel il pourrait accéder mais pas entretenir. Elle ne m'a jamais demandé ce que je voulais, n'a jamais pensé qu'elle en avait besoin. Josh a fait ses valises pour le week-end et est parti 2 jours après l'arrivée des documents. Un voisin a raconté l'avoir vu charger une valise dans son coffre tandis qu'Amy se tenait sur le porche, le téléphone à la main, le visage blême. Elle a posté un message vague sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'on perd n'est pas forcément une perte. Certaines choses ne sont que des leçons. Les réponses sont venues rapidement. Sympathie de connaissances, confusion de parents éloignés, quelques cœurs creux, le temps d'une habitude. Personne ne comprenait ce qu'elle voulait dire. Elle aimait ça, mais moi, je le savais. Ce week-end-là, la chambre de motel me semblait plus petite. J'ai ouvert la fenêtre, malgré l'humidité. J'ai arrosé la petite plante que j'avais rapportée de la maison texane. Un tuyau d'arrosage coupé sur ma table de nuit, qui continuait de pousser malgré son déplacement brutal. Je buvais du thé le soir et dormais sans le bruit des pas au-dessus de moi. Il n'y avait pas d'enfant qui pleurait dans le couloir. Pas de lave-vaisselle qui sonnait à minuit, pas de voix qui se disputaient à voix basse après le coucher. Il n'y avait que le bourdonnement de la climatisation et le bruit étouffé de l'autoroute au loin. Amy a envoyé un dernier message la veille de la clôture de la vente. « Tu ne nous as rien laissé. J'espère que tu es fier. » Je n'ai pas répondu. Non pas que je n'étais pas fier, mais parce que je ne lui devais plus la forme de mes sentiments. Ce que j'avais fait n'était pas une question d'orgueil. C'était une question de restauration. Un rééquilibrage qui avait depuis longtemps été rompu. Elle voulait me voir partir. Maintenant, je l'étais, mais pas les mains vides. Une fois la vente finalisée, les fonds furent discrètement versés sur le compte que Hank avait ouvert pour moi. Il me le confirma au téléphone. Sa voix était ferme, jamais intrusive. Je le remerciai, raccroché et fixai longuement le solde. Ce n'était pas que des chiffres. C'était le retour de quelque chose que je croyais avoir abandonné, le contrôle. Je n'ai fait aucun achat. Pas tout de suite. J'avais besoin de temps, de calme. Le lendemain, je quittai définitivement le motel. Je remis mes quelques affaires dans la même valise. Moins de vêtements maintenant, mais mieux pliés. Je refermai doucement la porte derrière moi et sortis dans une journée qui sentait légèrement la pluie. À l'agence de location, je signai un bail de courte durée pour un petit 2 pièces en bordure de la ville. Rien de glamour, pas de commodité, mais un appartement au 2e étage avec une fenêtre donnant sur un parking calme et un carré d'arbres. La réceptionniste m'a remis les clés et m'a souri sans poser de questions. J'ai emménagé le jour même. Je n'ai pas appelé Amy. Je n'ai pas envoyé ma nouvelle adresse. Je n'ai pas demandé de réexpédition de courrier. J'ai changé le numéro sur mes relevés bancaires. J'ai mis à jour le nom sur mon dossier médical. J'ai contacté la sécurité sociale pour obtenir un nouveau lieu de correspondance. J'ai tout classé sous Jennings. Juste Jennings. J'ai repris ma vie en main, morceau par morceau, en silence, comme si elle m'avait été enlevée. Et quand j'ai eu terminé, je me suis assis dans le nouvel appartement, lumières éteintes, à écouter le silence que j'avais choisi. Personne ne venait frapper à la porte. Personne n'attendait pour évaluer mon utilité. Juste le doux écho de ma propre respiration et la certitude d'une décision bien prise. J'ai déménagé à Denver 6 semaines après la vente. Je voulais un endroit où personne ne connaissait mon nom, où l'air était raréfié et vif, et où l'on se sentait éveillé rien qu'en restant immobile. L'agent immobilier a essayé de me montrer plusieurs appartements, des immeubles récents, des espaces ouverts, des sols cirés et des appareils électroménagers en inox, mais ils étaient tous trop pressés de m'impressionner. J'ai choisi un appartement calme à l'est de la ville, modeste,
en briques, avec des rampes éraflées et des couloirs qui sentaient légèrement la vieille moquette et le nettoyant pour bois de pin. Mon appartement était orienté à l'ouest, ce qui permettait à la lumière de l'après-midi de pénétrer par les portes-fenêtres et de dorer le sol. L'espace était petit. 2 pièces, une cuisine américaine, un couloir étroit, mais l'essentiel était bon, et le silence était réel. Personne ne m'a demandé d'où je venais. Personne n'a donné de conseils non sollicités. La nuit, j'entendais le vent à travers la porte moustiquaire. Et parfois, si je tendais l'oreille, j'entendais le son d'une radio diffusant du vieux gospel, bas et régulier. La première chose que j'ai plantée, c'était de la menthe. Pas dans le jardin, il n'y en avait pas. Mais dans un large pot en céramique, je l'ai placé dans le coin du balcon. Je tassais la terre à la main, enfonçais la motte au centre et arrosais lentement, regardant la terre noircir et s'imprégner. Harold adorait l'odeur de la menthe. Il passait ses doigts dans les feuilles de notre jardin du Missouri, les portant à son nez, disant que cela lui éclaircissait l'esprit mieux que n'importe quel médicament. J'en faisais du thé en été, que je servais frais avec des glaçons et de fines tranches de citron. Nous nous asseyions sur les marches de derrière, les genoux collés, sans rien dire. La menthe prenait vite racine sous le soleil du Colorado. Chaque matin, je pinçais quelques feuilles, les frottais entre mon pouce et mon index, et laissais le parfum m'envahir. C'était un petit geste, mais cela me donnait un rythme, une raison d'ouvrir la porte. J'occupais l'espace lentement. Une chaise en bois avec des coussins, cousus moi-même. Une lampe d'occasion, une table étroite près de la fenêtre où j'avais placé la photo d'Harold, maintenant dans un cadre plus petit. Les rideaux étaient en coton, crème pâle, doux au toucher. Je les ouvrais chaque matin sans réfléchir. Je les fermais chaque soir avec soin. Le silence ici était différent de celui du Texas. Ni de l'évitement, ni du rejet. Juste le genre de silence qui naît de l'inobservation, de la surveillance. Je cuisinais quand je voulais, j'écoutais la radio, je me promenais au marché du coin où la vendeuse m'appelait « Madame » et ce par gentillesse, pas par correction. Je n'ai pas tendu la main à Amy. Je ne l'ai pas bloqué non plus. J'ai laissé le temps s'infiltrer entre nous comme le vent sur la pierre. Lentement, sûrement, sans contrainte. La première fois qu'elle est apparue, c'était une semaine avant le 7e anniversaire de Bella. C'était en début de soirée. Je venais d'arroser la menthe et j'étais assis avec une tasse de thé. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur le sol. J'ai entendu le bourdonnement de l'interphone et je l'ai ignoré. Une minute plus tard, il a bourdonné de nouveau, puis le silence. Je me suis tenu derrière le rideau et j'ai baissé les yeux. Elle se tenait seule sur le trottoir, les bras autour d'elle, une petite valise à côté d'elle. Ses vêtements étaient propres mais tendus, froissés au mauvais endroit, ses chaussures trop propres pour marcher. Sa posture était raide, ni provocante, ni fière, juste là. Elle leva les yeux, ne sachant où fixer son regard, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Je voyais bien qu'elle n'avait pas prévu quoi dire. L'interphone sonna de nouveau. Une longue pression, puis le silence. Elle ne m'appela pas. Ne pleura pas. Elle n'en avait pas besoin. Je m'écartai de la fenêtre et laissai tomber le rideau. Ce n'était pas un acte de vengeance. Ce n'était pas une leçon. Je n'avais pas besoin qu'elle souffre. Je ne lui souhaitais aucun mal. J'étais simplement arrivé au bout de l'histoire dans laquelle elle m'avait inscrit, et je n'avais plus envie de lire son scénario. Dehors, le soleil se glissait derrière les immeubles voisins, et les ombres dans mon appartement devinrent douces et denses. Je m'assis, levai ma tasse de thé et pris une grande inspiration. La menthe était forte ce soir-là, pleine de vie. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je n'ai pas eu besoin de me calmer. Certains appellent ce que j'ai fait de l'abandon. D'autres diraient que c'était froid. Mais ces gens-là n'ont jamais eu à se reconquérir morceau par morceau. Ils n'ont jamais vécu dans une maison où leur utilité était évaluée quotidiennement. Où l'amour se transformait en comptabilité et la présence en intrusion. Je ne suis pas parti pour punir. Je suis parti pour redevenir celle que j'étais avant. Je suis devenu une condition subie. Maintenant, quand je me réveille, j'écoute le silence. Non pas le silence de l'exclusion, mais celui qui vient de la solitude sans être effacé. J'ai appris à lui faire confiance, à le laisser envahir les recoins de ma journée comme